comme on vous l'a dit, j'ai écrit non pas 2, mais 3 livres ces 5 dernières années. Le premier qui s'appelait Planète alimentaire, l'agriculture française face au chaos mondial. Si j'ai éprouvé le besoin de remettre ça en 2011 puis en 2013, c'est parce que ça répond chez moi quelque part à un sentiment d'urgence. Je pense que l'agriculture industrielle telle qu'elle se développe à travers le monde va nous conduire dans le mur. Je pense aussi que ce n'est pas incontournable et j'ai la certitude en plus que ce type d'agriculture n'est pas praticable durablement parce qu'elle conduit à l'épuisement des sols. Donc elle ne permettra pas, cette agriculture-là, de nourrir 9 milliards d'humains à l'horizon 2050, surtout qu'en plus, elle est fondée sur la spéculation. Mais elle s'est développée notamment dans la deuxième partie du XXe siècle. Elle s'accélère dans de nombreuses régions du monde depuis le début du XXIe siècle pour des raisons diverses. C'est une agriculture de plus en plus mécanisée, de moins en moins utilisatrice de main-d'œuvre, qui a de plus en plus recours à la chimie, qu'il s'agisse des engrais ou des produits de traitement des cultures, et qui est très centrée sur la monoculture de rente, c'est-à-dire que dans une région donnée, voire dans plusieurs régions du monde, on se spécialise pour faire des graines de soja année après année. Ailleurs, on fait du maïs, de la monoculture de maïs, y compris dans beaucoup de régions de France, notamment le sud-ouest. Ailleurs, c'est encore la canne à sucre, ou bien les céréales à paille, le blé notamment, le maïs évidemment, qui n'est pas une céréale à paille, mais qui est une céréale aussi. Le riz, mais le riz c'est encore autre chose parce que c'est la nourriture de base de beaucoup de populations. Et les graines à huile, qu'il s'agisse de soja, de colza, de tournesol, et puis se développe depuis quelques années notamment l'huile de palme avec de grosses plantations qui se substituent aux forêts primaires dans un certain nombre de régions. Toutes ces formes d'agriculture sont basées sur la vieille théorie de Ricardo qui date maintenant de 2 siècles, ce qu'on a appelé la théorie des avantages comparatifs, c'est-à-dire qu'on spécialise sa production là où on pense avoir les meilleurs avantages pour produire à moindre coût, et donc on se spécialise et on exporte. Sauf que quand on pousse jusqu'au bout cette théorie, ça crée de nouveaux problèmes, ça pose très vite des problèmes de fertilité des sols, ça complique l'accès à l'eau souvent. Actuellement, dans un certain nombre de régions, on va très profond dans les nappes phréatiques pour pomper de l'eau, pour irriguer les cultures. Ça coûte de plus en plus cher en énergie et on sait déjà que l'énergie sera de plus en plus chère au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce siècle. Et donc, on produit pour l'export, ça augmente également les transports à travers le monde et les pollutions induites, par exemple. Si je prends l'exemple du soja, c'est une course à la rentabilité aux États-Unis, au Brésil, en Argentine et dans d'autres pays d'Amérique du Sud. En Argentine, par exemple, les producteurs de soja ne sont plus des paysans. Ce sont les financiers qui ont loué des terres à des éleveurs, les éleveurs ayant abandonné l'élevage pour vivre de leur rente, parce qu'en louant les superficies qu'ils consacraient à l'élevage extensif auparavant, eh bien, en louant les hectares qu'ils consacraient à l'élevage extensif,
aux businessmen du soja, ils gagnent leur vie, si je puis dire, sans travailler, donc ils vivent de leur rente. Et ces mêmes businessmen du soja ne sont pas non plus propriétaires du matériel agricole, ils font faire le travail par des entrepreneurs. Donc ce sont des investisseurs qui font produire du soja en Argentine, mais aussi dans d'autres pays, pour l'exportation. Et tant que le soja rapportera de l'argent, ils resteront sur ce business, mais quand il ne rapportera plus, comme ils ne sont pas propriétaires de la terre ni du matériel, eh bien ils iront voir ailleurs où il y a du profit à faire, s'il y a encore du profit à faire quelque part. Du coup, on assiste par exemple à un recul très sensible de la production de viande bovine en Argentine, tandis qu'au Brésil, où on produit également du bovin, de la canne à sucre et du soja, eh bien, on continue de faire de la déforestation pour exporter, bien sûr, et du sucre et du soja et de la viande qui est produite au Brésil. Je voudrais à ce point vous faire part de ce qu'avait été l'accord tout sauf les armes entre l'Union européenne et 49 pays parmi les plus pauvres du monde. C'était en 2001. Quand cet accord a été conclu, Pascal Lamy, qui n'était pas encore directeur général de l'OMC, était commissaire en charge du commerce. Il a écrit un livre l'année d'après pour expliquer pourquoi l'Union européenne avait voulu cet accord et en quoi cet accord permettrait aux pays les plus pauvres d'avoir un décollage économique et donc de devenir prospères. Quand on regarde les résultats de cet accord 12 ans après, et quand on pense aux pays qui étaient signataires de cet accord, dont le Bangladesh, le Mali, Sierra Leone et le Cambodge par exemple, eh bien, au Bangladesh, l'actualité est venue nous rappeler au mois d'avril ce qu'était la situation des travailleurs au Bangladesh, c'est-à-dire l'écroulement de cette usine. C'est vrai que l'industrie textile et autres s'est développée au Bangladesh, mais avec des salaires de 40 € par mois, et avec des conditions de travail qu'on connaît, ce qui a conduit à l'écroulement de cette usine du côté de Dhaka, par exemple. Si on prend maintenant l'exemple de Sierra Leone, eh bien, on est en train de coloniser des terres par les firmes européennes pour produire notamment de la canne à sucre. Et les paysans locaux sont chassés de leurs terres, à tel point que dans une zone donnée, on leur a laissé les espaces qui n'étaient pas atteignables par l'irrigation pour la canne à sucre. Donc, le pays a passé des accords avec des firmes européennes pour l'essentiel, et la canne à sucre, évidemment, elle sert moins à produire du sucre qu'à produire des agrocarburants pour l'Union européenne. Il faut savoir que entre le moment où cet accord a été conclu en 2001 et aujourd'hui, l'Union européenne a pris la décision en 2007, si ma mémoire est bonne, d'aller vers 10% d'agrocarburants dans les moteurs à l'horizon 2020. Actuellement, ils sont en train de se dire qu'on restera peut-être à 7% parce que ces 10%, ils n'étaient pas atteignables dans la plupart des pays de l'Union européenne s'ils devaient compter sur leurs propres ressources. Donc pour avoir et de l'huile pour mettre dans les moteurs diesel et de l'éthanol pour mettre dans les moteurs à essence, il fallait obligatoirement pour l'Italie, pour l'Espagne, pour beaucoup d'autres pays, aller produire cette huile ou cet éthanol dans des pays d'Afrique notamment, mais pas seulement. Et donc, ce sont des sociétés européennes qui investissent et en Sierra Leone et au Mali, par exemple, dans le delta du Niger,
Et là, au Mali, c'est surtout pour produire ce qu'on appelle du jatropha. Alors, le jatropha, c'est une plante buissonneuse non comestible, mais dont la graine fait une huile qui peut être consommée par les moteurs à défaut d'être consommée par les humains. Et donc se développe cette production au Mali. Si je prends le Cambodge, c'est surtout la canne à sucre également pour faire de l'éthanol pour l'Union européenne, mais c'est surtout aussi l'industrie minière, et donc le cumul de développement de l'activité minière, de l'activité d'exploitation du bois et de la canne à sucre fait que les paysans cambodgiens sont également chassés de leurs terres en grand nombre. Donc on est là dans une agriculture de firme et de spécialisation qui va produire de plus en plus de dégâts collatéraux, qu'il s'agisse de l'environnement ou qu'il s'agisse évidemment de la nourriture. Disant cela, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de commerce international, mais moi je pense que le commerce international devrait se limiter autant que faire se peut à produire dans un certain nombre de pays ce qui n'est pas productible dans d'autres. Je pense par exemple au café, aux agrumes, des choses comme ça. Mais au-delà de cette division internationale du travail, une agriculture fondée sur les monocultures de rente, elle est très énergivore, elle est très gourmande en engrais et en pesticides, et donc elle est dévastatrice pour la fertilité à terme des sols. Parce que l'agriculture, pour qu'elle soit durable, c'est certes de l'économie, mais c'est surtout de l'agronomie, c'est de l'écologie. Il n'y a pas d'agriculture durable sans bonnes pratiques agronomiques, sans respect de l'écologie. Et les bonnes pratiques agronomiques, c'est notamment la rotation des cultures, c'est le contraire de la monoculture de rente. Il faut des assolements, comme on dit. Par exemple, quand j'étais gamin, eh bien, on faisait de la betterave, l'année d'après on mettait du blé, l'année d'après on mettait de l'avoine, et puis après on retournait à un cycle de 3 ans avec des pommes de terre, parfois du seigle ou du blé, et de l'avoine, etc. Ça a été abandonné, y compris en France. On en est aussi à la spécialisation, j'y reviendrai un peu plus loin. Les conséquences, eh bien, ça conduit à un appauvrissement des sols en matière organique dans les régions où on fait de la céréale, et ça conduit aussi à l'effet inverse dans les régions où il y a trop de concentration d'élevage. Eh bien, on a beaucoup trop d'effluents d'élevage qu'on ne sait pas recycler. Et donc, ça a des conséquences multiples quand les sols s'appauvrissent en matière organique. Il faut mettre de plus en plus d'engrais. Quand on fait de la monoculture, il faut mettre de plus en plus de pesticides pour garder ces cultures propres. Et on a trouvé, paraît-il, une solution avec les organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire le maïs OGM et le soja OGM. Sauf que, là où ça se pratique, aux États-Unis, au Brésil et en Argentine depuis maintenant une quinzaine d'années, on a, par exemple, un soja résistant aux herbicides. Alors les premières années, c'était pratique, on mettait peu d'herbicides, la parcelle était propre, le rendement était bon. Mais au fil des ans, eh bien, les mauvaises herbes, comme on dit, les adventices, ont aussi appris à devenir résistantes aux herbicides, ce qui fait que plus ça va, plus on met des herbicides, et comme les herbicides sont mis pulvérisés par hélicoptère dans les océans de soja, eh bien, évidemment, les populations alentours, qui sont souvent des populations pauvres, exclues des terres qu'ils occupaient avant, eh bien, en subissent les conséquences à travers le développement de maladies, etc., etc. Si je prends maintenant le maïs. Pour le maïs, on a trouvé
outre sa résistance aux herbicides, on a trouvé avec les OGM des maïs résistants à la chrysomèle et à la pyrale du maïs. C'est-à-dire qu'on met une toxine dans la graine de maïs et du fait de cette toxine, la chrysomèle qui se nourrit des racines du maïs est empoisonnée. Et la pyrale qui est dans la tige du maïs et dans le grain est également empoisonnée. Sauf qu'au bout de quelques années aussi, et la chrysomèle et la pyrale résistent de mieux en mieux, et donc on a à nouveau des pertes de rendement. La solution la plus simple, évidemment, ce serait de faire des rotations de culture, c'est-à-dire de ne pas mettre du maïs tous les ans après du maïs. On a vu, par exemple, pour la chrysomèle, que quand, au bout de 4 ou 5 ans, on passe une année ou deux sans maïs, eh bien la chrysomèle n'a plus de nourriture, donc elle meurt. Donc c'est possible par la rotation, pas par les OGM au-delà de quelques années. On nous dit aussi que nourrir 9 milliards de gens, eh bien, ça suppose que les biotechnologies nous apportent des solutions nouvelles, et notamment des variétés résistantes à la sécheresse. À ce propos, j'ai assisté, j'en parle dans le dernier livre, à un colloque au mois d'octobre l'année dernière, où il y avait beaucoup de chercheurs venus exposer à un public de paysans, de journalistes. Il y avait aussi beaucoup de représentants des firmes semencières et autres dans la salle, mais ceux-là n'ont pas pris la parole, ils étaient très discrets. À mon avis, ils ont financé le colloque qui était à la Société des agriculteurs de France. Et je ne vais pas vous faire tout le compte-rendu de ce colloque, mais il y a une intervention qui a retenu mon attention, c'était celle d'un agronome en retraite qui s'appelle Jean-Louis Prioul et qui a fait une intervention très argumentée sur le maïs OGM résistant à la sécheresse. Pour expliquer en gros que 400 ou des essais menés plusieurs années de suite aux États-Unis sur 400 parcelles ont abouti au résultat suivant. Dans les parcelles où il y avait du maïs OGM, les rendements en conditions de culture sèche, c'est-à-dire sans irrigation, les rendements ont été supérieurs de 7,1% au rendement des parcelles non OGM. Moi, je me dis que 7,1%, c'est pas beaucoup. Mais ce chiffre lui-même ne dit pas grand-chose parce que, par exemple, en 2012 aux États-Unis, il y a eu une grande sécheresse. Et le rendement moyen du maïs a été divisé par 2. Alors, faire 7% de mieux quand le rendement moyen est divisé par 2, ça veut dire que tous les paysans qui ont fait du maïs dans ces conditions-là, ils ont perdu de l'argent, qu'ils aient des OGM ou pas. On peut même penser qu'ils ont perdu plus d'argent quand ils faisaient des OGM, parce que la graine coûte beaucoup plus cher, et donc... et c'est assez simple à comprendre finalement, parce que si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de végétation, c'est basique. Mais il se trouve que dans cette assemblée, alors qu'il y avait le jeu des questions et réponses, personne n'a relevé cette contradiction. Moi, j'ai préféré ne pas la relever. D'habitude, je l'ouvre facilement dans ces trucs-là. Mais comme j'étais déjà en train d'écrire ce livre et comme j'avais un bon tuyau pour faire quelques bonnes pages, j'ai préféré ne rien dire et laisser faire le baratin. Donc, on voit bien que cette agriculture de firme et de spéculation, eh bien, elle n'est pas viable à long terme. Parce que quand je dis agriculture de spéculation... moi, je reçois tous les mois, toutes les semaines, un bulletin qui s'appelle Agritel Hebdo. Alors, Agritel, c'est un cabinet d'observation de la production céréalière dans le monde. Et donc, Agritel observe et vend des informations à la fois aux paysans qui ont envie de spéculer et
évidemment aux boursicoteurs et autres spéculateurs. Je vais vous lire quelques extraits du bulletin de la semaine dernière. Vous savez que le prix du blé a été très haut l'hiver dernier, que son prix a baissé de 40% à l'approche de la moisson 2013 parce que la moisson était abondante, qu'après on ne savait pas trop quoi faire, on était autour de 160-180 euros la tonne de blé, mais que depuis quelques semaines c'est remonté à 200 euros la tonne parce que, comme il y a eu beaucoup d'achats d'un certain nombre de pays, comme on ne sait pas ce que sera la récolte 2014, mais comme il n'y a pas beaucoup de stocks mondiaux en dépit de la bonne récolte de 2013, eh bien, les spéculateurs sont dans les starting blocks. Et donc, ce bulletin, il dit: les cours du blé sont allés chercher le bas de la zone de résistance qui débutait à 208 euros la tonne en base Euronext, échéance rapprochée avant de se replier. Ainsi, le mouvement de hausse provoqué par la cassure de la résistance des 200 euros la tonne la semaine d'avant, parce qu'avant, le blé était en dessous de 200 euros, et la semaine, il y a 2 semaines, il a passé la barre de 200 euros. Donc, de ces 200 euros la tonne la semaine d'avant, c'est pour le moment limité à des considérations techniques. Le marché s'inscrit ainsi dans une zone 200-208 euros en base Euronext, et les opérateurs devraient défendre ces 2 points en fonction de leur position, c'est-à-dire en fonction, j'imagine, de leur position sur le marché à terme, selon qu'ils ont acheté beaucoup ou pas. Le blé a repris ainsi une certaine position de leadership qu'il avait abandonné l'an passé, avec un marché qui était alors dominé par le maïs, à la suite de la sécheresse aux USA. Les éléments fondamentaux qui soutenaient les cours étaient principalement la demande à l'international du côté de l'offre, les craintes liées aux conditions de semis d'automne, notamment sur la mer Noire, parce qu'il a fait mauvais du côté de l'Ukraine et de la Russie, et donc ils se sont dit, est-ce qu'ils vont semer assez de blé d'hiver, ou est-ce qu'en ne semant pas suffisamment, il n'y a pas des perspectives de spéculation à partir de maintenant. La hausse de l'euro ne semble pas devoir pour le moment avoir un impact majeur sur les marchés, conséquence d'une moindre agressivité sur la scène internationale de la Russie et de l'Ukraine. Alors, pour comprendre ce langage codé, il faut savoir que dans les premières semaines qui ont suivi la récolte 2013, comme l'euro est relativement élevé par rapport au dollar, eh bien, c'est le blé russe et le blé ukrainien qui s'est vendu dans les pays qui avaient le plus besoin de blé, parce que les devises faisant de sorte que leur blé était moins cher sur le marché mondial, libellé en dollars. Et donc, ils ajoutent que les retards de chantier et de récolte du maïs soutiennent les cours des autres céréales, parce qu'il y a moins de maïs disponible maintenant. Donc, vous voyez bien que ce genre de bulletin est adressé aux gens qui spéculent. Et évidemment, les gens qui spéculent, ce sont aussi ceux qui investissent dans l'agriculture aujourd'hui. Il faut savoir par exemple que Charles Beigbeder, vice-président du MODEF et membre de la direction nationale de l'UMP, a investi en Ukraine en louant quelque chose comme 50 000 hectares. Et donc pour produire des céréales. D'autres investisseurs sont en Ukraine et dans d'autres pays, évidemment, y compris d'ailleurs des gros céréaliers français qui sont allés investir en Roumanie et même aussi en Ukraine. Et vous voyez bien que les céréales, eh bien, il y a volonté de spéculer en permanence sur les céréales. Or, les produits agricoles qui font l'objet de transactions au niveau mondial, c'est entre 11, 12 et 15% du total des denrées. Je veux dire par là que pour l'essentiel encore, les paysans produisent pour nourrir les populations locales. Mais ce qui fait le prix mondial aujourd'hui, c'est le prix de ce qui se vend à l'international, qu'il s'agisse du blé, du riz et des oléagineux. Et il y a eu, le 26 septembre dernier, une réunion de l'Organisation mondiale du commerce assez significative, où les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie et le Canada
ont fait la leçon à la Chine et à l'Inde. Ils reprochaient à ces deux pays d'avoir des stocks de sécurité. Et en ayant des stocks de sécurité, eh bien, ils empêchent les spéculateurs de spéculer, et donc ces grands pays exportateurs nets, parce que ce sont des pays exportateurs nets de céréales, même quand la récolte est mauvaise, ils ont des céréales à exporter. Donc, eux, ils n'ont pas besoin d'avoir de gros stocks de sécurité, puisqu'ils savent que chaque année, ils ont plus qu'ils ne consomment. Et donc, ils reprochaient à ces deux pays qui doivent nourrir quand même 2,5 milliards de gens, eh bien, de prendre la précaution d'avoir des stocks de céréales de sécurité. Et à la Chine, on dit que la Chine a toujours 6 mois de stock, ce qui est probable, et ils ont raison de les avoir, sinon ils seraient dépendants. Voilà comment fonctionne donc cette agriculture industrielle qui touche aussi chez nous, dans sa façon d'être, les exploitations familiales. Le hors-sol en Bretagne, par exemple, c'est un modèle calqué sur l'agriculture industrielle. Et j'ai envie de dire, parce qu'on parle beaucoup de la Bretagne, qui est aussi ma région d'origine en ce moment, moi je pense par exemple que la crise agricole en Bretagne n'en est qu'à ses débuts. Elle n'en est qu'à ses débuts pour les raisons suivantes. C'est que c'est une agriculture qui est très dépendante du prix des céréales et du prix du soja importé pour nourrir les volailles, pour nourrir les cochons et même pour les vaches laitières, puisque comme on a pris l'habitude d'aller au plus simple, c'est-à-dire de faire en sorte que l'essentiel de la nourriture des vaches laitières aujourd'hui soit du maïs en silage. Le maïs en silage, c'est un aliment très énergétique, mais pauvre en protéines. Et donc, pour équilibrer la ration des vaches laitières, il faut beaucoup de tourteaux de soja. Et si vous n'avez pas les deux, vous avez une production laitière beaucoup plus médiocre, donc beaucoup moins rentable normalement. Et quand je dis que ce modèle breton est en crise, c'est que, comme l'énergie va être de plus en plus chère et que ce modèle est énergivore, que ce soit en bâtiment ou en consommation de chauffage pour les volailles par exemple et autres, et comme la nourriture sera de plus en plus chère, et comme le recyclage des effluents coûte également de plus en plus cher, ce modèle va souffrir de plus en plus, d'autant plus qu'il est attaqué par le dumping social, notamment en Allemagne. Une des causes de la crise de l'aviculture en Bretagne et des abattoirs, c'est les bas salaires dans les abattoirs allemands qui emploient massivement des travailleurs polonais, roumains et autres au salaire du pays d'origine. C'est-à-dire qu'un travailleur roumain en Allemagne coûte, dans le moins mauvais des cas, je dirais, la moitié d'un travailleur payé au SMIC en Bretagne. Et à tel point que, depuis plusieurs années déjà, des truies de réforme abattues en Bretagne, une fois abattues et éviscérées, sont embarquées dans des camions, expédiés en Allemagne, pour être taillés en pièces dans des cageots, et après on les réexpédie dans le Massif central pour faire de la charcuterie, du saucisson notamment. En faisant ce voyage polluant sur les autoroutes, on a économisé 20 à 30 centimes d'euros sur chaque kilo de carcasse de truie. Et donc, comme ces 20 centimes ou 30 centimes sont bons à prendre, eh bien, et il paraît qu'aujourd'hui, eh bien, ce ne sont plus seulement les truies de réforme, mais aussi certains porcs charcutiers qui vont se faire tailler en pièces en Allemagne avant de revenir en France comme viande fraîche ou pour être des Allemagne, a fermé la plupart de ses abattoirs et fait abattre ses cochons en Allemagne du fait que les salaires des ouvriers dans les abattoirs allemands sont beaucoup moins chers que les salaires danois. Donc, on en est là aujourd'hui, et les modèles chez nous qui sont fondés comme ça sur l'importation de nourriture pour les animaux et sur l'exportation du produit fini, ils vont souffrir de plus en plus. En Bretagne aussi,
on est en train de construire une usine avec des tours de séchage du lait breton pour faire de la poudre qui ira nourrir les petits Chinois. Quel sera le prix du lait dans quelques années dans ce système? Ce qu'il faut savoir, c'est que la production de maïs coûtera de plus en plus cher, le soja importé coûtera de plus en plus cher, et le prix du lait ne sera pas forcément garanti quand il va être transformé en poudre pour être exporté en Chine ou ailleurs. On a eu en 2009 une crise du lait qui était due au fait qu'on a laissé, alors qu'existaient encore les quotas, l'Union européenne a plutôt fait de sorte qu'on augmente les quotas de production dans chaque pays de 1 à 2% chaque année, plusieurs années de suite. Alors pendant un temps ça a été parce qu'il y avait une sécheresse en Australie et en Nouvelle-Zélande et que ces pays-là produisant moins de lait, il y avait moins de poudre et de beurre sur le marché. Mais quand les conditions climatiques ont été rétablies, c'est-à-dire en 2009, et que ces pays plus compétitifs que l'Union européenne ont repris les marchés qu'ils avaient dû abandonner faute de matières premières à un moment donné, eh bien l'Union européenne a vu le prix du beurre et le prix de la poudre s'effondrer, et les laiteries ont répercuté la note aux éleveurs bovins en mettant le prix de la tonne de lait autour de 250 € des fois, ce qui est une production à perdre, parce qu'on estime aujourd'hui que pour ne pas perdre de l'argent, il faut que le prix de la tonne de lait soit autour de 350 €, et pour gagner sa vie, il faut plutôt avoir 400 €, voire un peu plus pour la tonne de lait. Donc voilà comment fonctionne cette agriculture. Et donc, la Bretagne, il faut savoir que c'est 7% du territoire et 57% de la production porcine, 40% de la production d'œufs, 21% de la production laitière et 25% de l'élevage de veaux en batterie. La Bretagne fait plus de 30% des productions animales sur 7% du territoire. Et un système comme ça n'est pas tenable. Il n'est pas tenable pour au moins 3 raisons. Il est gourmand en énergie, il est dépendant des matières premières importées, et évidemment, il a des effluents d'élevage qu'il ne peut pas recycler sur d'aussi faibles superficies. Et donc, on voit bien là que ce système va souffrir de plus en plus. On a beaucoup parlé de l'écotaxe. L'écotaxe pour une région comme la Bretagne, dans les conditions actuelles, c'est vrai que c'est un facteur aggravant. Parce que l'écotaxe, on va la payer sur la livraison des aliments du bétail, sur le transport des animaux jusqu'à l'abattoir, sur le transport entre l'abattoir et les lieux de dispatching pour accéder au magasin après, alors que ce qui va venir d'Allemagne par autoroute ou d'Espagne par autoroute ne va pas payer l'écotaxe. C'est un facteur aggravant, mais ce n'est pas la raison profonde de la crise de l'agriculture en Bretagne. La crise de l'agriculture en Bretagne, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer jusqu'à présent. Donc voilà, des coûts de production en hausse, des prix aléatoires pour la viande, pour les œufs, et la pression de la grande distribution, parce que celle-là, on l'oublie un peu trop. Vous savez, quand Sarkozy a été élu à la présidence de la République, une des premières personnes qu'il a reçues après, c'était Michel-Édouard Leclerc. Et tous les deux ont convenu qu'il fallait faire une loi de modernisation économique pour faire en sorte qu'on rende du pouvoir d'achat aux consommateurs. Et la seule solution pour rendre du pouvoir d'achat aux consommateurs, eh bien, c'était de faire baisser les prix dans les magasins, mais en faisant supporter cette baisse de prix aux fournisseurs de la grande distribution. Et donc, à la suite de ça, on a confié un rapport à Jacques Attali, qui était tellement content d'être dans la lumière que, évidemment, a accepté avec enthousiasme de faire ce rapport. Il s'est entouré d'une équipe de patrons et de technocrates
pas un seul paysan, pas un seul syndicaliste ouvrier, des gens triés sur le volet, qui pensaient tous la même chose. Et donc, à la suite de ce rapport, le Parlement a été appelé à voter cette loi, la LME, en 2008, laquelle s'est appliquée à partir de janvier 2009. Et cette loi, eh bien, elle a conduit à ce que la grande distribution ait plus de moyens pour avoir des négociations permanentes avec ses fournisseurs, pour leur imposer ses prix à elle, toujours en menaçant d'importer si on ne cède pas à ses desiderata. Et ça a conduit à augmenter les coûts de production pour les transformateurs notamment, et à réduire les prix de vente. D'où aussi la difficulté de beaucoup d'abattoirs en Bretagne aujourd'hui. Parce que quand les abattoirs disent qu'ils sont en difficulté, il y a peut-être eu des erreurs de gestion, il y a peut-être eu du cynisme, comme la CECAB qui a acheté par LBO l'abattoir de Ploumilio qui était un abattoir privé auparavant. Mais toujours est-il que c'est la pression de la grande distribution qui a fait de sorte que ces abattoirs sont en difficulté. Moi j'ai discuté il y a quelques mois, j'en parle aussi dans ce livre, avec un président de coopérative, c'est un mec de la FNSEA, il est ce qu'il est, mais enfin il m'a expliqué un truc intéressant. Il m'a expliqué que, par exemple, quand il y a des marques de distributeurs, Carrefour a sa marque, Leclerc à la sienne, Auchan à la sienne, etc., etc. Eh bien, chaque distributeur, même si on leur fait le même produit aux uns et aux autres, veut sa barquette à lui, qui est fournie par le transformateur. Et donc, quand on fait une barquette pour Leclerc, on arrête les machines, on change et on fait pour Leclerc. Après, on passe à Carrefour, on arrête à nouveau les machines, on change, et puis la forme de la barquette n'est pas tout à fait la même, la couleur non plus, donc il faut des barquettes différentes, de formes différentes, des réglages différents sur la chaîne de production. Il m'a expliqué que tout ça, ça aboutissait à augmenter les coûts de production de 3 à 7%. Ah ouais, de 3 à 7% pour fournir le même produit à 4 ou 5 clients différents. Ça fonctionne comme ça, la grande distribution. Et autre chose, par exemple, depuis la LME, les grandes et moyennes surfaces aussi ont obtenu de leurs fournisseurs qu'il y ait des livraisons beaucoup plus fractionnées qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on livrait de plus grandes quantités, maintenant on va livrer pour faire 3 ou 4 jours, etc. Y compris pour des produits qui ne sont pas périssables. Les pâtés ENAF, par exemple, il a fallu qu'ils multiplient par 3 leur livraison pour livrer la même quantité de produits. Et là aussi, le coût est pour la maison ENAF, évidemment. Et l'écotaxe qui arrivait là-dessus, et on comprend mieux à partir de là, l'écotaxe. Arrivé là-dessus, eh bien, avec des livraisons fractionnées, on paye l'écotaxe sur chaque livraison, et ça revient plus cher, et on a l'écotaxe en plus. Donc, vous voyez bien qu'il y a des choses... C'est quoi, LME? Hein? Loi de modernisation économique. Donc il y a cette pression de la grande distribution. Mais ces exigences ne s'arrêtent pas là. En fruits et légumes, par exemple, il faut savoir qu'en fruits et légumes, la grande distribution exige que, quand vous avez des tomates, que toutes les tomates se ressemblent. Quand vous avez des pommes, toutes les pommes doivent être pareilles et surtout pas avoir un défaut d'aspect sur la pelure ou quoi que ce soit. Ce qui conduit à écarter en amont de la mise en marché 15 à 20% de la production. Sauf que ces 15 à 20%, ils ont un coût de production aussi. Un melon qui ne fait pas 800 grammes n'est pas commercialisé. C'est pas qu'il soit pas bon, mais la grande distribution considère qu'en dessous de 800 grammes, eh bien non, elle n'en veut pas. Il faut des melons qui soient relativement gros. S'il est trop petit, non, elle n'en veut pas. Une fois qu'on est en magasin, vous avez aussi énormément de pertes sur les produits frais préemballés. La viande, par exemple, en grande surface, la viande préemballée dans les linéaires, ils s'en jettent chaque jour
entre 4 à 7%. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de Philippe Chalmin qui a été fait à partir de l'Observatoire des marges et des prix. Les yaourts, enfin des tas de produits, la salade préemballée par exemple, eh bien c'est des choses qui ont une date de péremption. Le pain, il s'en jette des quantités. Alors certains magasins en donnent un peu aux organisations caritatives et d'autres mettent de l'eau de javel dessus dans les bennes. Ça dépend de la stratégie des magasins. Donc on a tout ça, ce qui fait que ça conduit à énormément de gaspillage, mais ces gaspillages, quelqu'un les paye. Il y a le producteur qui paye une partie, puisqu'il y a ce qu'il ne vend pas, et il y a la pression qu'on lui met dessus, et il y a le consommateur qui paye l'autre partie, parce que la grande distribution, elle fait toujours des marges, elle fait toujours des profits. Donc, quand vous avez, par exemple, une promotion sur des côtes de porc, parfois, le prix du kilo de côte de porc en magasin est moins cher que le prix de la carcasse payée au producteur. Par quel miracle? Eh bien, sans doute que l'abatteur, lui, il a vendu le cochon beaucoup moins cher, peut-être moins cher qu'il l'avait payé une fois déduit tous ses frais. Et s'il ne le faisait pas, on pouvait en faire venir d'Allemagne où la main-d'œuvre coûte moins cher, parce que là aussi, quand il y a des promos par exemple, eh bien, c'est tellement simple de faire venir d'Espagne ou d'Allemagne, et ça permet de casser les cours en France, puisque la libre circulation des marchandises permet d'importer autant qu'on veut. C'est le plus bas prix qui fait la différence. Parce que nous vivons quand même dans un système où les relations commerciales relèvent de la barbarie quelque part. Si vous prenez la viande porcine, c'est le marché au cadran. Le marché au cadran, c'est des enchères descendantes, c'est-à-dire que au départ de la mise aux enchères, s'affiche un prix sur l'écran. Et ce prix continue de baisser jusqu'à ce que un acheteur appuie sur la touche achat. Une fois qu'il a appuyé sur la touche achat, le vendeur est libre de vendre ou pas. Sauf s'il ne vend pas, il va peut-être retourner chez lui avec sa marchandise. Les tomates, les pommes, c'est pareil. Et pour les pommes, par exemple, quand au mois de septembre arrive en place la récolte en France, on sait à peu près les volumes disponibles. Si on veut faire chuter les cours, il suffit d'avoir importé auparavant d'Amérique du Sud ou de Nouvelle-Zélande, d'avoir rempli les chambres froides de pommes pour avoir suffisamment de stock et être en mesure de de mettre les cours au prix qu'on veut, parce qu'on pourra dire aux producteurs, à 60 centimes on vous les achète, à 70 centimes le kilo on ne vous les prend pas. En général, les pommes en France, en partant de la ferme, c'est jamais au-dessus de 70 centimes le kilo. À 70 centimes, ils commencent à gagner leur vie, à 60 centimes, ils perdent. Et donc, on se débrouille pour faire en sorte que les prix ne soient jamais au-dessus de 70 centimes, en faisant de sorte qu'on importe des pommes suffisamment comme moyen de pression pour maintenir les cours à ce prix-là. Et quand vous achetez des pommes en grande distribution, c'est surtout autour de 2 € le kilo, voire plus. Voire 3,40. Ouais. Et d'ailleurs, souvent, les différentes variétés de pommes sont au même prix dans la grande surface, alors qu'elles n'ont pas été achetées au même prix, mais ils font une péréquation pour faire en sorte que ça simplifie le travail de la personne qui se sert elle-même, et que ça la dissuade de tricher aussi, parce que si les prix étaient différents, peut-être que... Bon, toujours est-il que voilà comment ça fonctionne. Et j'en viens maintenant, et la politique agricole commune dans tout ça. Elle est, depuis des années, au service de l'économie libérale. Il faut savoir comment fonctionne l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un collège d'un commissaire par pays. C'était 28 jusqu'à une période récente, comme il y a un 29e pays qui est la Croatie, je pense qu'il y en aura 29 maintenant. Et parmi ces commissaires, un commissaire en charge de l'agriculture, mais qui ne fait pas ce qu'il veut pour autant.
parce qu'il est aussi dans le collège des 29 maintenant. On peut même dire que l'actuel commissaire à l'agriculture, c'est l'un des moins mauvais qu'on ait jamais eu depuis que moi je suis la Commission européenne, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années, Dacian Cioloș. Pour autant, la réforme qui vient d'être faite n'est pas une bonne réforme parce que c'est une réforme libérale qui a été voulue par la Commission. Ce qu'il faut savoir, par exemple, que chaque fois qu'on réforme la politique agricole commune, le projet de réforme est écrit par la Commission. Les ministres négocient après à partir de ce qu'a proposé la Commission. Et ça dure comme ça depuis les débuts du marché commun agricole. Et cette façon de faire, elle a au moins deux inconvénients. Le premier, c'est que la politique agricole est pensée par des gens qui sont déconnectés de l'agriculture, c'est-à-dire le commissaire en charge de l'agriculture et son administration bureaucratique, lesquels ont des visites quotidiennes de lobbyistes, qui ne sont pas des lobbyistes agricoles pour la plupart, mais des lobbyistes d'autres secteurs de l'économie. Quand on a négocié le dernier cycle de l'Organisation mondiale du commerce, l'influence des lobbies industriels, pharmaceutiques et autres a été beaucoup plus importante dans la négociation pour l'agriculture que ce que pouvaient dire les syndicalistes paysans, par exemple. C'est-à-dire que l'Union européenne est allée à cette négociation en se disant, si on a tel avantage pour vendre des Airbus, pour vendre des TGV, pour vendre des produits pharmaceutiques, pour vendre des services financiers dans le monde entier, on peut faire des concessions sur les tarifs douaniers appliqués aux produits agricoles qui seront importés des pays tiers de l'Union européenne. Donc le compromis s'est fait sur cette base-là, tant et si bien que, alors que jusqu'en 1992, il y avait des prix agricoles garantis, du moins des prix indicatifs et des prix de marché avec des mécanismes de soutien après, en 1992, la réforme de la politique agricole commune a mis fin aux prix garantis et a mis à la place des aides directes aux paysans, c'est-à-dire qui étaient des aides à l'hectare à l'époque pour les cultures céréalières, des aides à la tête de bovin et la tête d'ovin pour l'élevage, des choses comme ça. Et en 2003, on a réformé cette politique pour là supprimer les aides à l'hectare en tant que telles et pour mettre à la place des DPU, j'ai oublié la traduction du DPU, pour le coup c'est un trou de mémoire, mais ça va me revenir. C'est droit de paiement unique. Un droit de paiement unique, merci. Et donc on a calculé ce que chaque céréalier avait touché en 2000, 2001 et 2002. On a additionné les 3 années, on a divisé par 3 pour faire une moyenne, et on a dit, à partir de maintenant, quoi que vous fassiez, vous allez toucher tant dans votre ferme. Ça a été ça, les DPU. Et comme en 1992, les céréaliers français avaient réussi à faire passer l'idée que comme c'était eux qui perdaient le plus avec la mondialisation de l'agriculture, eh bien que ce soit les zones céréalières les plus fertiles qui aient les plus grosses primes à l'hectare. Ce qui fait qu'on touchait plus en Beauce qu'en Poitou-Charentes, par exemple, alors qu'il aurait fallu faire le contraire. Et ça a perduré avec les DPU, puisqu'on a transformé en droit à paiement unique. Ce qui fait que, lors de la dernière réforme, là, eh bien, les céréaliers ont beaucoup gueulé, parce que, finalement, les droits historiques, c'est-à-dire, vont diminuer progressivement, et en plus, la réforme appliquée en France va surprimer les 52 premiers hectares, et de ce point de vue, je trouve, même s'il y a des choses à dire sur la politique de Stéphane Le Foll par rapport à l'élevage breton ou autre, je pense que la surprime des 52 premiers hectares, c'est une mesure positive puisqu'il s'agit
d'augmenter les aides à l'hectare sur les 52 premiers hectares de chaque ferme ou sur la part de chaque membre d'un groupement d'exploitation en commun dans une ferme plus grande. Et cet argent, bien sûr, ça laissera moins pour les grandes superficies de 300 hectares et autres. Et ça peut être favorable à l'élevage, à condition, à mon avis, de ne pas rester dans le système intensif qu'on a actuellement, parce que si c'est pour essayer de produire toujours plus en important plus de soja et en cultivant plus de maïs, je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant à l'arrivée, même sur une exploitation moyenne. Donc, cette réforme qui va être finalisée d'ici la fin de l'année pourrait apporter quelques améliorations à l'élevage, pour peu que cet élevage soit moins gourmand en intrants chimiques et donc moins productiviste qu'il ne l'est aujourd'hui. On en est là. Cette réforme apportera peut-être des modifications à la marge, mais on reste quand même prisonnier de la théorie de David Ricardo, c'est-à-dire la question des avantages comparatifs. Or, moi je pense, et ça je le développerai demain, c'est que si on veut avoir une agriculture durable, il faut qu'elle soit appuyée sur la souveraineté alimentaire, qui est de produire chez soi tout ce qu'on est capable de produire, dans le respect de l'environnement. Il y avait dans la campagne de Mélenchon deux slogans qui m'avaient beaucoup plu et qui m'ont poussé à écrire ce troisième livre, c'était la règle verte et la planification écologique. Mais si on se contente de décliner des slogans, ça ne suffira pas. Donc il faut passer aux travaux pratiques et montrer qu'il y a des voies praticables. Ça, c'est la deuxième partie de mon livre dont je vous parlerai demain. Pour terminer, j'ai envie de vous faire la lecture de deux extraits d'un même livre de quelqu'un qui a influencé ma réflexion de journaliste. Le livre, c'est Effondrement. L'auteur, c'est un Américain, c'est Jared Diamond. Il dit dans ce livre, on peut exploiter indéfiniment des ressources renouvelables pour autant qu'on les emploie à un niveau inférieur à celui de leur régénération, sous peine sinon de les épuiser comme lors d'une mine. Si toutefois on exploite les forêts, le poisson et la terre arable à des taux dépassant leur taux de renouvellement, eux aussi sont menacés d'extinction, tout comme lors d'une mine. Moi, je pense qu'on est déjà dans cette voie-là, notamment pour la pêche, mais aussi pour l'agriculture dans un certain nombre de régions du monde. Et Damon de poursuivre dans un autre extrait, alors que j'ai relevé, nous pouvons nous permettre de négliger un certain nombre de gaspillages lorsque la conjoncture économique est bonne. Nous oublions toutefois que les conditions fluctuent et qu'il est possible que nous ne soyons pas capables d'anticiper le moment où la conjoncture se retournera. À ce moment-là, nous serons peut-être déjà habitués à un mode de vie dispendieux qui ne nous laissera comme issue qu'une alternative, la réduction drastique de notre mode de vie ou l'effondrement. Moi, je pense qu'on en est déjà là avec l'énergie et qu'on n'est pas loin d'être là avec l'agriculture. Voilà.